Les intervenants sont là. Chacun se présentera au début de leur intervention. N'hésitez pas aussi, suite à ce webinaire, à les contacter via LinkedIn si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils. Voilà, on est là aussi pour ça. On aura aussi des supports écrits suite à cette présentation qu'on vous enverra par email sur ce que vous aurez pu voir aujourd'hui. Alors, rapidement, qui est Sphère? Donc, Sphère, on est dans le conseil IT, on est une néo-ESN, on est 700, on a une centaine de clients, digital native, start-up, 440, tout type d'entreprise, dans tout type de secteur, mais on est un pur player. On est spécialisé sur le développement applicatif et les techno innovantes, type cloud data. On a 6 agences, Paris, Luxembourg, Strasbourg, Lille, Nantes et Bordeaux. Et donc, voilà, en termes de culture, on est vraiment dans une culture issue de l'open source, donc dans le partage, dans le travail collaboratif. On a une hiérarchie plate, on a une culture du bottom-up, on encourage vraiment les salariés à prendre des initiatives et on est extrêmement investi dans la communauté. Donc, on fait des schools, des Sphere Schools, on organise des events techniques, on est également un organisme de formation, donc on fait également beaucoup de certifications. Voilà, et on a créé des cercles d'expertise. N'hésitez pas à aller sur sphère.com dans la partie événements pour voir tous les événements qu'on organise et vous pouvez vous y inscrire. Et maintenant, je vais passer la main à Didier Girard, qui va se présenter et nous expliquer pourquoi l'algo, c'est important. Bonjour à tous. Vanessa, merci. Tu m'entends bien? Oui. Ok, super. Très bien, merci. Donc, bonjour à tous. Comme Vanessa l'a dit, donc, je suis co-CEO de Sphère. Alors, j'aime bien dire qu'être CEO, directeur général d'une entreprise, c'est une fonction. Et mon métier, en fait, quand je passe à la douane et qu'on me dit, mais bonjour monsieur, quel est votre métier? J'aime dire que je suis développeur. Ça, c'est mon vrai métier. C'est ce que j'ai appris, c'est ce que je sais faire depuis tout le temps. Et donc, c'est vrai que, je veux bien que tu mettes le slide d'après, c'est vrai que j'ai eu, durant ma longue expérience de développeur, j'ai touché à énormément de langages. Tout a démarré en 81, donc c'est il y a plus de 40 ans. Mon père est arrivé à la maison avec un petit ordinateur qui avait 1 kg de RAM. Pour les connaisseurs, c'était un ZX81, et puis quelques livres. Et voilà, et j'ai commencé à coder. Donc à ce moment-là, c'était en BASIC. Et puis après, donc durant ces 40 années, j'ai touché à énormément de langages. Donc après le basique, au lycée, j'ai dû faire du Pascal. Ensuite, j'ai fait du C, j'ai fait du Prolog. Bien sûr, j'ai fait de l'assembleur, du Java, du JavaScript, du Perl, etc., etc. Et donc en fait, à un moment donné, quand on s'aperçoit qu'il y a une chose en fait qu'on retrouve en passant d'un langage à un autre, c'est les compétences en algo. Et quand on a acquis ces compétences-là, en fait, c'est réapprendre un langage, c'est principalement réapprendre une syntaxe ou les spécificités, parce que souvent les langages sont connotés par rapport à un contexte. Donc, c'est réapprendre un peu ces spécificités. Mais globalement, si on maîtrise bien l'algo, le fait de basculer dans un nouveau langage, c'est pas quelque chose qui est extrêmement compliqué. Alors, c'est vrai que dans le processus de sélection qu'on a mis en place chez Sphère, on s'est dit du coup, vu que l'algo, c'est quelque chose que tout le monde doit maîtriser en tant que développeur, il faut absolument qu'on teste. Comme l'a dit Vanessa, on a 3 entretiens techniques et on a 1 heure qui est consacrée à l'algo. Et l'idée, c'est de se dire, on va essayer d'évaluer les capacités d'une personne en algo en simplement 1 heure. Donc, c'est quelque chose qui est assez difficile. Et donc, on a essayé de compresser justement cette évaluation. Et donc, ce qu'on s'est dit, quelqu'un qui est bon en algo, il doit avoir des capacités de réflexion, des capacités de compréhension, des capacités de raisonnement et des capacités d'abstraction. Donc, l'idée, c'est est-ce qu'on est capable en 1 heure d'aller valider ces 4 axes-là, ces 4 compétences-là chez une personne. Donc, je veux bien que tu mettes le slide d'après. Et donc, on a décliné ça en 4 moments différents qu'il va y avoir dans le test. Donc, il y a un peu un moment de réflexion. La réflexion, c'est un temps long. Donc, ça ne peut pas se faire en 1 heure. Éventuellement, d'ailleurs, dans la réflexion, il faut des moments de respiration parce qu'on a une idée, et puis des fois, on y repense, etc. Donc, c'est plutôt quelque chose qu'on propose de réaliser à la maison. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais on va à ce moment-là proposer un exercice assez difficile, comme par exemple expliquer qu'est-ce que c'est qu'un GOH. Et la personne pourra venir lors de l'entretien en expliquant un petit peu comment est-ce qu'elle a abordé ce sujet. Donc là, on va voir un petit peu
comment est-ce que sur un sujet complexe, elle a réussi à traiter le problème. Ensuite, donc vraiment le cœur de l'entretien, il se situe avec les 3 exercices suivants. D'abord, vérifier la compréhension. Et c'est vrai qu'en tant que développeur, on écrit du code, mais finalement, on passe 90% de notre temps à lire du code. Et donc, forcément, quand on lit du code, on doit comprendre l'algo qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'a voulu faire le développeur qui est passé avant nous. Et donc, on va valider la capacité à lire un algo, et c'est là qu'on va avoir la compréhension. Ensuite, il y a le raisonnement. Donc, le raisonnement, c'est la capacité d'avoir comme ça, on est sur le chaud, on doit résoudre un problème et très rapidement, il faut trouver une solution. Et donc, pour ça, on va demander aux personnes qui font ce test de réaliser des petits exercices d'algo qui ne sont pas des exercices compliqués. Donc, j'ai dit entre guillemets des algos simples, mais en un temps limité, on doit essayer de trouver une solution. Et puis surtout, ce qui va être intéressant, c'est la démarche qui nous amène à trouver la bonne solution. Donc là, on est plutôt sur le raisonnement. Et puis après, quelqu'un qui est à l'aise aussi en algo, il faut des bonnes capacités d'abstraction. Ce n'est pas facile à tester ça, et donc on s'est dit que sans doute, la meilleure des manières pour évaluer les capacités d'abstraction, c'était de regarder comment est-ce qu'une personne réagissait face à la création ou à la lecture d'une expression régulière. Voilà un petit peu comment est-ce que notre entretien d'algo d'une heure se découpe. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de vivre en réel 3 des exercices, l'exercice de compréhension, l'exercice de raisonnement et l'exercice d'abstraction. Voilà, donc du coup, je vais passer la main à Salma et Damien qui vont justement vous traiter un de ces sujets et entre autres, comment est-ce qu'on fait pour exécuter mentalement un algorithme. Ok, merci Salma, Didier. Damien, je vous passe la main. Oui. Merci à tous et puis bonne session. Merci. Moi, bonjour à tous. Bonjour Salma, je ne sais pas si tu es là. Oui. Okay. Je suis Damien Brossard, je suis dev full stack sur l'agence de Nantes depuis un peu plus de 2 ans. Et avec Salma, on va vous présenter la première partie des playoffs qui consiste à lire un algo qu'on n'a pas forcément écrit. Donc, juste, Selma, il faudrait peut-être que tu actives ta caméra. Oui, elle est activée. Voilà, c'est bon. Je te laisse te présenter du coup. Bonjour tout le monde, je suis Salma, sphérienne depuis maintenant 2 ans. Je fais du dev front et je suis dans l'agence de Paris, Sphère. Ok, merci. Du coup, le but de cet exercice, comme l'a expliqué Didier, ça va être d'être capable de lire et de comprendre un algorithme qu'on n'a pas forcément écrit. Donc, c'est un exercice qu'on pratique tous en tant que dev quand on fait une review, qu'on travaille sur une anomalie ou qu'on travaille en pair, ou même avant d'implémenter un algorithme dans le langage de son choix. De temps en temps, on va chercher à le tester mentalement. Et du coup, dans la pratique, on va chercher à déterminer la sortie d'un algo en fonction de données qu'on va avoir en entrée. Et on peut faire un petit peu le parallèle avec des tests unitaires, mais au lieu d'exécuter un algo sur une machine, on va l'exécuter mentalement. Du coup, pour la suite, pour rendre ça un petit peu plus concret, on va faire l'exercice avec Salma où je prendrai le rôle de l'évaluateur et Salma aura le rôle de la candidate. Et donc Salma, je te laisse présenter ton écran si tu veux avec l'algo qu'on a choisi. Ok. Volontairement, on n'a pas indiqué quel était l'algo qu'on allait utiliser, mais ceux qui l'ont déjà rencontré ou qui savent de quel algo il s'agit, n'hésitez pas à le mettre dans la discussion. Donc Guillaume, est-ce que je peux prendre la main sur le partage? Oui, vas-y, tu peux y aller. Ok. Apparemment, je ne peux pas. Je n'ai pas le droit de partager l'écran. Léa? Oui, c'est bon, ça va. Bon, tu as pu mettre Salma? Oui, c'est bon, merci. Ok. Donc, voilà, c'est un petit bout de code. C'est une fonction qu'on va essayer d'évaluer. Donc, là, on a une première ligne
si je regarde bien, ici, j'ai un argument d'entrée qui est une liste de nombres et d'opérateurs. Donc, on va regarder dans la définition de cette fonction. Cette fonction, elle va recevoir des tokens. Après, donc, on initialise un opérateur qui va recevoir une liste d'opérateurs plus, moins, etc. OK. Après, j'ai une stack. Donc, on va travailler avec une pile. Donc, on a créé une pile à vide. Après, on a une boucle for. Donc, on va parcourir un à un les tokens et faire des traitements dessus. Enfin, faire des traitements par la suite. OK, donc je peux commencer par le premier token. Le premier token, c'est le token 2. OK, après, on rentre dans une condition. Si mon token, enfin, si opérateur est à le token 2, donc là, s'il n'est pas, enfin, s'il n'est pas dans opérateur, du coup, je vais push dans la stack le token. Donc, il n'est pas dans opérateur, donc je vais le pusher dans la stack. Je vais faire ça normalement. Donc, ça va être 2. Ouais, alors l'indice, il doit y avoir un. On ne met pas directement la chaîne de caractères, je crois qu'on la transforme. Oui, effectivement, c'est une conversion de la chaîne de caractères en nombre. Après, je ne passe pas dans le S, donc je vais retourner à ma boucle. Donc, deuxième itération, je passe au token 1. Donc, je vais faire ça. Je vais prendre la valeur de 1 et je repasse dans la condition. Donc, je ne suis pas dans le cas où c'est un opérateur. Donc, je pousse dans ma stack le token 2. Donc, initialement, j'ai la valeur de 2 et je vais rajouter la valeur de 1. Par la suite, je vais passer au troisième token. Et donc, je ne rentre pas dans cette condition. Donc, c'est un opérateur. Donc, je vais entrer dans le else. Tu peux peut-être indiquer quelle est la valeur du token actuel. Oui. Donc, token, c'est bon. Donc, on a une première valeur. On va faire stack.pop. Donc, on va récupérer une valeur de la stack. Donc, valeur 1, elle va avoir comme valeur 2. Ah, alors, dans une pile, normalement, des piles, c'est first in, last out. Donc, c'est peut-être dans l'autre sens. Oui, d'accord. Oui, c'est la dernière valeur. Du coup, c'est 1. OK. J'ai une deuxième valeur qui va aussi récupérer un élément de la stack. Donc, ça va être la valeur qui reste. Ça va être 2. Alors, ça peut peut-être t'aider si tu indiques la nouvelle valeur de la stack également. D'accord, oui, la nouvelle valeur de la stack. Donc, cette étape-là, elle va être à 2 puisqu'on a enlevé le 1. Et ici, ça va être vide. OK. Donc là, je passe ici. Je suis dans un cas où c'est un moins. Donc, on va pusher dans la stack valeur 2 moins valeur 1. Donc, je fais avoir une nouvelle valeur de la stack qui va recevoir 2 moins 1, du coup 1. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est fini. Il reste à retourner la dernière ligne, 28. Ah, d'accord, oui, c'est à retourner quelque chose, effectivement. C'est la valeur 1.
Voilà, super. Merci Salma. Du coup, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient trouvé que c'était le but de cet algo, c'est de calculer une expression mathématique et c'est une expression mathématique en notation polonaise inverse. Donc, merci à tous pour votre écoute. Et puis, je passe la parole à Simon et Guillaume qui vont nous montrer comment se passe la deuxième partie de l'entretien. Et le but, c'est de résoudre un problème d'algo en paire. Merci Damien, merci Salma. Bonjour à tous, je suis Simon Lapersonne. Pour ma part, je suis sphérien dans l'agence de Lille depuis maintenant 4 ans en tant que développeur et data engineer et j'adore l'algo. Donc depuis que je suis arrivé chez Sphere, je suis évaluateur d'algo. Là, mon but aujourd'hui, ça va être de vous donner en fait un aperçu de la façon dont se passe un entretien d'algo chez Sphere. Pour la partie en fait de comment à partir d'un problème, on va construire un algorithme qui va y apporter une solution. Donc Didier vous a déjà présenté le concept, si on va être face à un problème d'algo plus ou moins compliqué, et le but, ça va être de rapidement en fait, trouver une solution à cet algorithme. Pour ça, je vous propose d'accueillir notre candidat du jour, Guillaume, avec qui on va résoudre ce petit exercice d'algo. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Guillaume Jacoutot et je suis chez Sphere Strasbourg depuis 4 ans environ, en tant que team leader avec une coloration technique sur Microsoft.NET. Et donc, je suis aussi évaluateur d'entretien technique. Aujourd'hui, je vais me mettre dans la peau d'un candidat. Je propose qu'on commence. Bonjour Simon. Salut Guillaume, tu vas bien? Ça va, un peu stressé, mais ça va bien. Et vous? Alors, ce que je te propose, si ça te va bien sûr, c'est qu'on se tutoie. Ce sera plus sympa pour échanger pendant 1 heure. Ok, je peux essayer de vous tutoyer, enfin, te tutoyer. Alors, du coup, on va faire un playoff d'algo ensemble. Est-ce que tu sais comment ça va se passer? J'avoue que je ne sais pas trop comment ça va se passer, non. Donc, le principe de l'algo, c'est qu'on va revenir à la base. C'est-à-dire qu'on va avoir un problème, comment écrire le code. L'algorithme, en fait, qui va donner la solution à ce problème, va apporter une solution à ce problème. Donc, pour la partie pratique, ce que je te propose, c'est d'utiliser l'outil avec lequel tu es plus à l'aise. Donc, ça peut être un éditeur de texte, ton IDE préféré, etc. Et de partager ton écran pour qu'on puisse voir ce que tu fais. D'accord, mais j'écris dans quel langage? En C#, en Java, en JavaScript? Alors, il n'y a pas de langage précis, c'est selon ta préférence. Si tu es plus à l'aise avec un langage en particulier, tu peux utiliser ce langage-là. Sinon, si tu préfères faire du pseudocode, c'est comme tu préfères. Ok, bon, je pense que je vais rester sur du C#. OK. Alors voilà, on voit ton écran, super. Donc, je te propose de commencer par un premier énoncé. Donc, notre but, ça va être le problème qu'on va chercher à résoudre, ça va être de déterminer si un nombre qu'on a en entrée est premier ou pas. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un nombre premier? Alors oui, alors un nombre premier, c'est un nombre qui doit être divisible uniquement par 1 ou par lui-même. Exactement. Est-ce que tu pourrais me donner les premiers? Alors les premiers nombres premiers, donc ça commence à 2, ensuite 3, 5, 7, 11, OK, 13, super. etc. OK. Ok. Alors, du coup, on a une définition, on en a quelques-uns. Est-ce qu'à partir de cette définition, tu serais capable d'écrire un algorithme qui va prendre un nombre en entrée et qui va retourner le fait qu'il soit premier ou pas? Donc, il va retourner true si le nombre est premier. Ok. Alors, fonction nombre Alors, qu'est-ce que premier. tu es en train de faire là, du coup? Je suis en train de chercher un peu sur Internet. Alors non, ça ne va pas être l'idée. L'idée, ça va pas être en fait, de reprendre la logique d'un autre qui a déjà qui a déjà créé un algorithme pour cette solution, mais de décrire la tienne, en fait, vraiment la logique que toi, tu pourras donner à partir de la définition. Donc, ce que je te propose, c'est avant même de commencer en fait, à écrire du code, c'est qu'on va réfléchir ensemble à une idée que tu pourrais implémenter pour répondre à cette question. Est-ce que tu as une idée à partir de cette définition qui pourrait te permettre d'écrire un algorithme pour déterminer si un nombre est premier ou pas? Là, comme ça, je vois pas trop. Alors, est-ce que tu saurais déterminer, donc quand tu as un nombre en entrée, déterminer s'il n'est pas premier? Bon, le nombre n'est pas premier si je trouve un diviseur autre que 1 et lui-même. Exactement. Et donc, dans quel cas il sera premier? Il sera premier si j'en trouve pas. Donc, ça te donne une idée d'implémentation? Effectivement, je peux peut-être essayer de diviser par tous les nombres qui sont inférieurs au nombre en entrée et voir si je trouve un diviseur ou pas. Oui, ça peut être une première approche. Je te propose de l'implémenter. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est du coup number? Number, ça va être le nombre pour lequel je cherche à déterminer s'il est premier ou non. D'accord. Alors, ce que je te propose, du coup, ça va être d'écrire ton algorithme sous forme d'une fonction. Comme ça, on va définir clairement ce qu'on a en entrée et ce qu'on va avoir en sortie. D'accord. Ok. Donc, ma fonction, j'imagine qu'en sortie, elle va retourner un booléen pour dire si Oui. oui ou non le nombre est premier.
Et Tout à donc, fait. en entrée, on aura notre nombre number. OK. Donc, je continue. Oui, Donc, je parcours tous mes nombres et du coup, si je trouve un diviseur, donc c'est-à-dire si mon nombre modulo le diviseur que j'ai en cours donne un reste qui est égal à 0, dans ce cas, c'est que j'ai trouvé un diviseur, donc que mon nombre n'est pas premier. tout à fait. Et sinon, c'est que mon nombre est premier. OK. Alors, ce que je te propose, c'est de le tester avec la valeur 3, number égale 3. Avec number égale 3, donc il égale 1 est inférieur à 3. 3 divisé par 1, ça fait 3, reste 0. Return false. Donc 3 n'est pas premier, alors qu'apparemment il est sur cette première. Ah bah oui, j'ai divisé par 1 et tous les nombres sont divisibles par 1. Il faut que je commence à 2. Il y a une erreur à ce niveau-là. Donc voilà, ça fait une correction. Donc maintenant, avec 3, qu'est-ce que ça donne? 2, 3 divisé par 2, ça fait 1, reste 1. Donc return true. 3 est premier, donc c'est bon. On est Alors, bien. pour 3, c'est bon. Qu'est-ce que ça fait maintenant si on va le tester avec number égale 9? Avec number égale 9, donc 9 divisé par 2, 4, reste 1. Return true, alors que 9 n'est pas premier. Ah oui, en fait, il faut que je teste tous les diviseurs. Le else, il faut que je le sorte Voilà. de ma Donc, boucle. ce que tu vas faire, c'est tester si les paires est différent de 3. Alors, Voilà. OK, donc ça nous fait une première version de notre algorithme. Je pense que c'est une version qui est fonctionnelle. Maintenant, ce n'est pas forcément la version la plus efficace qui va nous permettre de déterminer si un nombre est premier ou pas. Est-ce que tu verrais une façon de l'optimiser? Là, comme ça, tout de suite, je vois pas trop. Alors, est-ce que par exemple, de tête, tu saurais me dire si 97 est divisible par 4? Ouais, 97, non, n'est pas divisible par 4. Effectivement, 97 est impair et donc, a priori, il ne sera pas divisible par un effectivement, nombre ce dont pair. tu te rends compte, en fait, c'est que ça va servir à rien de tester les multiples de 2 dès le moment où le nombre est impair. Effectivement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est éviter tous ces tests-là. Ça peut nous faire 2 fois moins d'itération si on saute tous les i en fait impairs, tous les i pairs, pardon. Oui, tout à fait. OK. Donc, effectivement, je peux tester déjà si mon nombre est pair. Donc, si mon nombre divisé par 2 donne un reste qui est égal à 0, donc le nombre pair n'est pas premier. Et sinon, du coup, je n'ai pas besoin de tester tous les diviseurs pairs, mais uniquement les diviseurs impairs. Donc, je commence à 3 et du coup, je vais de 2 en 2. Voilà, exactement. Alors maintenant, par contre, si on teste avec 2, qu'est-ce que ça va donner, ton algorithme? Avec 2, donc 2 divisé par 2, effectivement, ça me retourne false, alors que 2 est premier, effectivement. 2, en fait, c'est le seul nombre pair qui est premier, il me semble. Exactement. Donc, c'est un cas particulier. C'est un cas particulier que je vais traiter en début. OK. OK, parfait. Ça nous fait un algo du coup qui fonctionne et qui est déjà un peu plus efficace. Alors, ce n'est pas la version la plus efficace de l'algo. Donc, si dans l'audience, vous avez d'autres idées pour optimiser cet algorithme, avec les explications pour justifier les choix que vous feriez pour l'améliorer, n'hésitez pas à les proposer dans le chat. Guillaume, toi, ça va? Moi, ça va. En fait, c'était pas si difficile. En tout cas, merci de m'avoir guidé et de ne pas m'avoir laissé seul devant mon écran à patauger. Eh bien, avec plaisir. C'est le principe de construire une solution ensemble, le principe du pair programming pour nos tests d'algo. OK. Et maintenant, c'est un autre Guillaume qui va vous parler des expressions régulières. Merci. Hop, merci Guillaume pour la main. Alors, je vais juste remettre en... Alors, tac, les slides. Alors, normalement, vous devez les voir. Dites-moi juste si c'est bon. OK, donc rapidement, je suis Guillaume Humbert, donc je suis développeur advocate chez Sphère à Luxembourg depuis maintenant 10 ans. Et puis, je fais passer des tests algo depuis à peu près 6 ans. C'est à peu près la période depuis laquelle on a implémenté ces tests au Luxembourg aussi. Et alors, j'ai la lourde tâche aujourd'hui de vous parler des expressions régulières et de ce côté un peu mystique qu'il y a autour d'elles. Je pense que si on m'avait dit il y a une semaine de ça, Guillaume, tu vas présenter un mois de ça, des expressions régulières devant 250 personnes, j'aurais pas vraiment cru que c'était faisable. Mais comme quoi, tout arrive un jour. Donc effectivement, on a intégré les expressions régulières au sein de nos playoffs.
on considère aujourd'hui que c'est quelque chose qui est quand même très important et on va en parler un petit peu pour voir ça plus en détail. Alors souvent, on a un peu l'idée qu'on s'en fait, hein, voilà, c'est un peu un nom qui fait peur hein, dans la communauté de IT, dès qu'on parle d'expression régulière, voilà, ça fait un peu peur. C'est surtout parce que sa lecture en général est compliquée. Donc quand on tombe sur une expression régulière, bon, c'est souvent assez dur. Il faut dire quand même que c'est quelque chose qui donne un certain pouvoir, quoi. Savoir écrire des expressions régulières et savoir les lire, voilà, ça donne accès à une certaine catégorie de la population. Mais par contre, les expressions en fait, voilà, sans rire, elles apportent quand même beaucoup de choses. Elles règlent pas mal de problèmes de la vie quotidienne pour nous développeurs. Et finalement, elles ne sont pas si difficiles à écrire si eh bien, on s'y prend correctement. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Alors, vous allez voir, j'ai pris une expression régulière qui est totalement novatrice, hein, que vous n'avez sûrement jamais vue et jamais entendue. Donc, c'est vérifier si un mot de passe si un mot de passe est cohérent. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qui ne viendrait jamais à l'idée de quelqu'un de tester ça avec une expression régulière, je pense. Hein. Très souvent, quand on va vous définir ce genre de règles, eh bien, vous allez avoir ça sous forme un peu textuelle. Voilà, on va vous dire, il faut, et typiquement, nous, dans nos tests, hein, c'est ce qu'on va faire aussi, voilà, vérifier si un mot de passe, par exemple, contient au moins 8 caractères, au minimum une majuscule, un caractère spécial suivant une certaine liste, par exemple, et le reste, pour en tête des chiffres et des lettres. Alors, pas de panique, quand on arrive devant ce genre de choses, la première chose, ça va être d'extraire les règles. Donc, extraire les règles, ça va être de prendre le texte et essayer de voir un peu ce qu'on y retrouve. D'accord ? Par exemple, au moins 8 caractères, hein, ça fait partie d'une des règles qu'on va devoir implémenter. Au minimum, une majuscule. Au minimum, un caractère depuis un groupe de caractères, hein, là, typiquement des caractères spéciaux. Et puis finalement, le reste, des chiffres et des lettres. Alors de là aussi, il faut comprendre hein, des chiffres, des lettres. Voilà, il faut être un peu ingénieux. Si on dit au minimum une majuscule ou au minimum un caractère spécial, ça veut bien dire qu'il peut y en avoir plusieurs. Donc il faudra prendre ça aussi en compte. À partir de là, une fois qu'on a extrait un peu les règles, l'intérêt, ça va être d'essayer de trouver des motifs simples en fait, hein, qui vont nous permettre d'avancer dans la construction de notre expression régulière. Et c'est une partie qui est souvent pas très compliquée. Typiquement, au moins 8 caractères, ça veut dire que le caractère qu'on va prendre en entrée, eh bien, on va avoir une récursion dessus sur au moins 8 éléments. Ça s'écrit de cette façon-là, hein, accolade de 8. Et vous avez vu que j'ai mis une virgule, j'ai rien mis derrière, c'est parce que on n'a pas défini de borne max. Hein, donc ici, on va au minimum 8 jusqu'à l'infini. Au minimum une majuscule, donc là c'est simple, hein, on pourra utiliser le groupement hein, pour dire voilà quelque chose, une lettre qui sera entre A majuscule et Z majuscule dans mon cas. On peut aussi utiliser les caractères spéciaux, d'accord. Et donc là on va pouvoir utiliser aussi un groupement pour faire ça. Alors j'ai oublié de vous dire, s'il y a des gens qui ont déjà des idées comment résoudre cet algo, allez-y, donnez vos expressions régulières. Vous allez voir que moi, je vais choisir une façon de faire, mais il en existe d'autres. Donc, si vous avez d'autres idées, allez-y, ça peut être intéressant. Et puis finalement, le reste. Alors, le reste étant des chiffres ou des lettres, il faut comprendre ça comme quelque chose qui serait entre petit a et grand z, petit a et petit z, grand A et grand z, les décimaux, et finalement nos 3 caractères spéciaux hein, qu'on nous a définis dans la règle d'entrée. Une fois qu'on a cette partie-là, on a fait, on va dire, la partie un peu simple du travail, c'est-à-dire qu'on a déjà décortiqué et on a commencé à parler un peu expression régulière. On a commencé à transcrire notre besoin sous format d'expression régulière. Maintenant, le point important, ça va être d'y appliquer les règles. Car on sait qu'une expression régulière, elle va avoir un but précis. Et c'est à ce moment-là où on va en fait essayer de retrouver comment agencer les choses entre elles. Par exemple, on va vouloir matcher entièrement le mot de passe. Donc, on peut dire, OK, on veut démarrer au commencement de la chaîne. On veut que ça commence par notre expression doit matcher la totalité de la chaîne. Alors là, il y a une chose intéressante. Alors, je ne sais pas, dans le chat, vous pouvez me dire aussi si vous connaissez cette écriture. C'est un type d'assertion, c'est quelque chose qui est plutôt puissant, qu'on utilise souvent dès qu'on commence à avoir des choses du genre devra contenir au moins. Voilà, ce genre de règles, on peut les définir avec ces genres d'assertions. Le but d'une assertion, c'est juste de vérifier si dans toute la chaîne de caractères qui va être matchée, eh bien, le pattern suivant est retrouvé. Donc là, en gros, le pattern est très simple. Hein, vous voyez, donc point étoile, ça veut dire que je dis plus ou moins n'importe quel nombre de caractères avant ou aucun. Et à un moment donné, je veux retrouver une majuscule. D'accord ? Je veux retrouver un caractère entre A majuscule et Z majuscule. On peut faire, du moment qu'on connaît la règle, on peut utiliser cette règle pour définir la même règle sur les caractères spéciaux.
Donc, typiquement ici sur le dièse, le plus et le point d'exclamation. Et puis, une fois que ça c'est fait, on n'a plus qu'à définir le reste qu'on a déjà fait avant. Donc, le reste, ce sera n'importe quoi qui ira dans cette zone-là, au moins 8 fois. Et puis, on veut matcher la chaîne complète. Donc, il faut terminer, il faut quelque part finir par faut matcher l'entièreté de la chaîne. Donc, voilà. Donc là, finalement, eh bien, on a mis en place les blocs principaux, les blocs principaux de notre expression régulière. Et puis, il suffit plus que de les intégrer entre eux. D'accord. Donc, avant, j'avais un problème à répondre. Comme on dit toujours, maintenant, j'en ai deux. J'ai le problème et mon expression régulière. Voilà, sans trop rire, je vous l'affiche là. Donc maintenant, effectivement, à la lecture, on voit que c'est quand même pas forcément toujours simple, mais je pense que, j'espère vous avoir montré qu'en fait, à la construction, c'est pas si compliqué et ça laisse pas mal de place à la discussion. Donc, durant nos tests, on prend beaucoup de temps à discuter des différents éléments. Typiquement, l'assertion que je vous ai montré là, j'ai fait un peu exprès d'utiliser ce type de pattern. Donc, le point d'interrogation égal entre les parenthèses, c'est ce qu'on appelle un look ahead. Qui va nous permettre de faire du matching. Si vous ne le connaissez pas, ce n'est pas grave. On est aussi là en position pour vous expliquer ce genre de choses et voir comment vous réagissez si on vous donne, l'existence de tel ou tel élément utilisable. Pareil, chacun a sa façon de réfléchir. Là, je vous ai donné un tips, il y en a d'autres, d'autres façons de construire. Ça va dépendre clairement de vous et de votre façon de faire. Puis voilà, on a déjà terminé sur les expressions régulières. C'était court. J'espère que ce n'était pas aussi mystique que ça en avait l'air. Et puis, je pense qu'on va pouvoir passer à notre dernière partie. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à tous. Du coup, on a été très efficace. On va pouvoir répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat en bas. Peut-être que, je ne sais pas, Didier, ou on peut peut-être activer la caméra et puis on va prendre peut-être un peu tous, là, les speakers. Alors, la première question, c'est de Lisa Venturi. Oui, on sait qu'il y a eu un bug et donc ce n'est pas forcément Lisa qui a posé cette question, mais est-ce que ce sont les TA, donc les recruteurs, qui fournissent un exo d'algo à faire à la maison dès aujourd'hui, savoir si demain en play-off, on peut déjà demander aux candidats ce qu'ils ont fait à la maison. Donc, est-ce qu'il y a du travail préparatoire avant de venir passer les tests d'algo? Ouais, donc ça, c'est déjà ce qui est important d'avoir en tête, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. C'est important de le préciser. On sait que on a tous des vies assez remplies et que devoir faire des choses à la maison, on n'a pas forcément tous le temps. Donc déjà, l'heure d'algo, entre guillemets, se suffit en elle-même. Par contre, on trouve intéressant quand même pour les personnes qui le souhaitent d'avoir encore plus la possibilité de montrer leur technicité. Et c'est pour ça qu'on propose quelques algos qui sont des algos qui sont connus, qui sont sophistiqués. Et l'idée aussi, c'est pour une personne de découvrir éventuellement une manière de résoudre un problème. Donc, je citais tout à l'heure quand j'en parlais, typiquement, un algorithme de GOH. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder comment est-ce qu'on compresse des coordonnées latitude-longitude. Donc, c'est un espace à 2 dimensions en un espace à 1 dimension qu'on appelle le GOH. Et cette compression, elle est très utilisée quand on utilise des bases de données de type documentaire parce que les comparaisons sont compliquées. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Alors, une question de Oleg. Ce genre de problème n'arrive jamais dans le travail, en front, full stack ou en JSTS. Pourquoi est-ce qu'on évalue nos candidats sur des sujets qu'ils ne vont jamais rencontrer chez le client? Alors, je prends la parole, Guillaume, ou les Guillaume, ou Salma, ou sinon Damien, vous pouvez parler, mais l'idée, on sait que forcément, ce n'est pas tous les jours qu'en clientèle, on va être amené à voir si un nombre est premier, voire sans doute jamais. L'idée, c'est effectivement, c'est pour ça qu'on n'est pas là pour voir si une personne est capable de résoudre un algo particulier. On est là pour évaluer ses capacités de réflexion, d'abstraction, de compréhension. Et donc, pour ça, il faut bien des exercices. Donc, les petits algos qu'on propose, c'est simplement des prétextes pour valider un point particulier qui nous semble important. D'accord. Très bien. Je ne sais pas si Guillaume ou quelqu'un veut rajouter quelque chose, vous êtes le bienvenu. Non, je suis plutôt d'accord, effectivement. Le cadre de nos playoffs sont un poil différent, effectivement, de la vie réelle sur ces choses-là. Donc,
c'est intéressant aussi voilà, de frotter un peu à d'autres choses qu'on ne voit pas forcément tous les jours. Ça nous sort aussi un peu du quotidien. C'est aussi super intéressant, je trouve, de pouvoir faire ce genre de choses. Ouais, en fait, l'exercice sert vraiment de support, de base de discussion. Mais ce qui est la vraie valeur de cet exercice, pardon, au final, c'est les échanges qu'on va pouvoir avoir ensemble et voir le dialogue qui va se nouer, puis les idées qui vont naître comme ça. C'est vrai qu'effectivement, le jour où on a besoin de tester si un nombre est vraiment premier, ben, il y a sûrement des bibliothèques qui font ça de manière la plus optimisée possible. D'accord. Alors, prochaine question de Walid. Bonjour. Ceci s'agit d'un vrai exemple d'algo qui peut être demandé. Je parle de simplicité de l'algo. Est-il plus probable d'avoir comme question les algos de sortie comme sorting, comme quick sort ou insertion sort, ou même des algos de graphe comme Bellman-Ford? Simon, je te vois sourire, peut-être tu peux répondre. Oui, j'ai sourié parce que tu as sauté Dijkstra. J'avoue. Oui, bah alors en fait, on a un panel d'exercices qui est progressif en difficulté, en fait. Après, il faut se souvenir que cet exercice, on va le faire sous une contrainte de temps en fait, qui est assez serrée, puisqu'on va devoir faire l'intégralité sous 1 heure. Donc, sur plusieurs exercices qui ne vont pas traiter que de nombres, parce que, par exemple, les nombres premiers, pour les gens qui ne sont pas forcément adeptes de mathématiques, ça va aller un peu rebuter. Donc, on a des exercices sur les chaînes de caractères, des exercices de toutes sortes, et ça va être progressif, mais toujours avec l'idée de rester sur la contrainte de temps d'1 heure, en essayant de varier les domaines. Merci. Alors, la question de Xavier. Pourquoi ne pas se laisser guider par des tests en TDD pour faire émerger la conception de l'algorithme plutôt que de vérifier après codage si le code est fonctionnel et complet? Alors, du coup, comme je suis un grand adepte du TDD au quotidien, en fait, je me permets de répondre aussi. Je suis d'accord, le Test Driven Development, c'est vraiment un super outil pour vraiment faire émerger, comme tu dis, la conception d'un algorithme. Le problème qu'on a ici, en fait, c'est qu'on cherche à résoudre des tests algorithmiques sur un langage en fait, qu'on ne connaît pas forcément à l'avance, puisque le candidat, par exemple, va être plus à l'aise avec JavaScript, va être plus à l'aise avec du pseudocode. Là où, du coup, en fait, avoir une écriture de test, avoir la librairie qui va nous permettre en fait, d'exécuter des tests unitaires directement, va être plus complexe. Par contre, ça pourrait être également quelque chose qui serait amené dans la discussion, de dire bah, avant d'écrire ton algorithme, écris les tests que devra respecter ton algorithme. C'est une approche qui serait tout à fait valide et qui serait tout à fait pertinente en entretien. Et d'ailleurs, l'idée, c'est que le candidat soit très à l'aise, parce que c'est vrai que ces moments-là, il y a un peu de pression, les gens ne sont pas forcément en mode confort, et il y a certains candidats qui d'ailleurs préfèrent résoudre l'algo en mode papier-crayon, parce qu'ils se sentent plus à l'aise comme ça, c'est un peu leur mode de réflexion, et donc c'est vrai que voilà, on est assez ouvert, et on attend, dans ce test d'algo, on n'attend pas à avoir du code qui compile. Ce qu'on recherche, c'est plutôt comprendre la manière dont la personne réfléchit, un certain nombre de choses comme ça. Donc, le fait de passer par des techniques type TDD, ça obligerait à avoir du code qui compile et finalement, on perdrait du temps sur des choses qu'on ne veut pas valider à ce moment-là. On a d'autres tests de type langage ou plateforme où là, on va plus proche du code qui compile et donc c'est là où on va vérifier ces aspects-là. Merci. Ah, une autre question de Lisa. Comment gérer en entretien l'exo-regex avec quelqu'un qui n'en a jamais ou quasiment jamais fait? Ouais, Guillaume, on teste la main là. Ça marche, je vais répondre. Alors, c'est des questions qu'on s'est aussi posées, hein, clairement, hein, savoir effectivement si on est dans ces cas-là, comment ça se passe. Je pense qu'il y a aussi peut-être un petit peu de stress, hein. Il y a des personnes, pour l'avoir déjà testé, qui sont un peu stressées par le fait qu'on arrive sur ce genre de sujet. Je veux dire, c'est comme pour tout le reste, hein, on peut faire du pair programming, on peut travailler ensemble. C'est des expressions qui sont quand même très logiques. On peut essayer d'avancer un peu ensemble. Nos tests, en plus de ça, sont vraiment attachés au niveau de la personne qui viendra se présenter. Donc, on considère aujourd'hui qu'il y a un palier spécifique pour être sphérien, et il y a certaines choses qu'il faut savoir faire. Maintenant, voilà, toutes ces choses-là sont aussi
il y a une certaine marge qui est laissée au recruteur, à la personne qui sera avec vous sur le test pour vérifier la façon de penser et la façon d'organiser sa pensée. Donc voilà, ce sont des choses qu'on peut vérifier à ce moment-là aussi. Heureusement, le test sur l'expression régulière n'est pas le seul de l'ensemble. Donc voilà, on peut être plus mauvais sur un point et être très bon sur un autre. Je veux dire, ce genre de choses, on est tous un peu pareils sur ces points-là. Donc pas de pression non plus à avoir de ce côté-là, clairement. Mais voilà, aujourd'hui, ça reste un point qui est important et je pense qu'en général, dans le monde du développement, tout le monde sait à minima faire une expression régulière, connaît à minima les règles. C'est quand même des choses qui aujourd'hui font un peu partie du package commun du développeur quand même. C'est quand même un outil puissant et aujourd'hui, on en a quasiment tous besoin dans toutes les strates. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne tombera pas sur beaucoup de gens qui n'ont aucune connaissance sur les expressions régulières, typiquement. Ça m'étonnerait beaucoup. Merci Guillaume. Alors, prochaine question d'Éric. Bonjour, un site ou un livre en particulier pour s'améliorer en algo? Il y en a déjà quelques-unes qui ont été proposées dans le chat, j'ai vu, de ressources en fait, qui il y a permettent beaucoup de de choses, s'exercer sur ce sujet-là. Il y a notamment Coding Game, je crois, qui a pas mal été cité, qui est un outil qui est assez puissant, parce qu'en fait, il va proposer en fait, des puzzles à résoudre en créant un algorithme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a une solution, on peut voir les solutions qui ont été proposées par les autres utilisateurs et celles qui sont liminotées. Donc, ça peut être une bonne pratique en fait, pour voir, par exemple, un algorithme qui serait intelligent pour résoudre le problème, mais aussi pour voir des bonnes pratiques. Par exemple, quand je commençais en Scala, ça me permettait de voir comment je pouvais mieux utiliser le langage. Parce que généralement, les solutions liminotées sont celles qui sont les plus propres en fait, dans la vision du langage. Ouais, effectivement, dans le chat, il y a plein de propositions, donc top. Ouais, il y a aussi un livre qui est un peu un livre de référence qui peut être un peu trapu, mais c'est Cracking the Coding Interview, qui est un peu dans le domaine, qui est un peu une référence. Alors, une question d'un spectateur anonyme. Les expressions régulières sans le web, ça peut être compliqué. Avons-nous accès à une doc? Alors, c'est comme pour tous les exercices durant tous nos tests. Donc, il n'y aura pas de documentation. J'ai envie de dire, la documentation, elle est assise à côté de vous. Donc, c'est aussi l'intérêt. On veut vraiment privilégier la discussion. Donc, s'il y a le moindre question, s'il y a des choses aujourd'hui qui est typiquement sur la syntaxe, s'il y a des choses aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr comment vous pouvez écrire, par exemple, comment est-ce que je fais pour vérifier si j'ai 8 éléments, par exemple, si mon pattern se répète 8 fois, le sphérien à côté sera très content de vous aider sur ces points-là. Surtout si vous avez la bonne logique, si vous trouvez les patterns, quelque part, c'est ça, une expression régulière, c'est trouver des patterns. Donc, si c'est juste un problème de syntaxe, il n'y aura aucun souci. La personne qui sera avec vous, le sphérien avec vous, sera là pour vous aiguiller là-dessus. Il n'y a pas de souci. Et donc, non, il n'y a pas de doc. Une question de Davy. Pour le premier exercice ainsi que pour le second, vous êtes-vous déjà retourné vers les TU et le TDD, le TU qui permet de documenter les cas de test pour comprendre un algo? Oui. Oui, je crois que Simon, tout à l'heure, tu as un petit peu répondu à la question, Oui. vu que là, on n'est pas sur un langage particulier, on est sur du pseudocode, c'est un petit peu compliqué de faire du TDD. D'accord. Si c'est considéré comme un peu mystique, une expression régulière, pourquoi l'intégrer à des tests de recrutement? Oui, alors c'est un petit peu pour la petite blague, parce qu'effectivement, les expressions régulières, c'est une place assez spécifique quand même dans le monde du développement. C'est quand même quelque chose d'assez spécial. On entend beaucoup de choses aussi là-dessus. Nous, c'est vraiment un cheminement de pensée qu'on a voulu mettre en avant par ce côté-là. Et puis, on va essayer de démystifier un peu tout ça ensemble. Ce n'est pas si compliqué que ça, je pense que vous l'avez vu. Et on ne va pas vous faire des expressions régulières d'une complexité non plus qui est hors norme. Voilà, l'idée, c'est qu'on puisse discuter ensemble, qu'on puisse discuter de patterns et surtout aussi peut-être de points de vue, parce que tout le monde ne prend pas l'expression régulière de la même façon. C'est peut-être de là que vient le côté un peu mystique. Mais donc voilà, donc non, il n'y a pas de crainte à avoir. On y va mollo. Je pense qu'on a un peu tous le même point de vue devant. Et puis c'est intéressant de faire des trucs mystiques quand même. Je trouve ça cool dans notre métier. C'est super sympa. Alors, Karim, utilisez-vous Coding Game pour vos tests d'algo? J'avais déjà répondu. L'idée, c'est vraiment de vivre une expérience en pair programming. C'est vraiment ça l'idée. Donc, on pourrait, mais là, on n'utilise pas l'outil en tant que tel. En fait, on est face à un exercice à réaliser et on va le
le travailler ensemble. C'est vraiment ça l'idée. C'est comme si on se retrouvait. L'idée, c'est un peu de recréer aussi l'ambiance quand on est sur un projet, on est face à un problème, on essaye de le résoudre à deux. C'est un peu ça l'idée. Et donc, c'est vrai que passer par un coding game, on pourrait sans doute recréer cette ambiance-là, mais l'outil ne nous apporterait pas grand-chose. Alors, la question de Marina, on y a déjà répondu. En tant que développeuse junior, quel site, plateforme préconisez-vous? Donc, voilà. Alors, Michael, est-ce qu'en plus de l'algo, vous testez les compétences système, réseau, BDD d'un développeur? Car il me semble que connaître le fonctionnement sous-jacent est aussi important. Donc, en fait, c'est des choses qui ne sont pas testées pendant le test d'algo. Il y a 3 tests, 3 heures de pair programming avec 3 personnes différentes. Et pendant ce qu'on appelle le test plateforme, que tu as nommé framework, c'est un peu le moment où on va vérifier un petit peu la connaissance générale de la personne. Ça peut être sur du réseau, de la connexion base de données, des choses comme ça, tout à fait. Donc, on va aussi regarder ces aspects-là. Alors, spectateur anonyme, je stresse et panique beaucoup quand je résous un problème d'algo, mais quand je suis en mode solo, je le résous à tête reposée et calmement. Est-ce que vous avez des conseils à lui donner? Moi, c'est aussi l'intérêt en fait, justement du test en pair programming, c'est que ça va être le rôle en fait, du sphérien avec qui l'entretien se fera, qu'il y ait une discussion et que ça se passe bien. En fait, avec l'idée, ça va être d'être à l'aise pour justement résoudre ce problème d'algo. Ça va pas être de bloquer et puis d'attendre. Comment? Ça vous est déjà arrivé d'évaluer des candidats qui perdaient leurs moyens et qui étaient très paniqués et du coup Oui. qui n'arrivaient pas à avancer? Et alors, ça s'est passé comment? Bah justement, l'idée, en fait, ça ne va pas être de rester à attendre pendant 1 heure qu'ils résolvent le premier algo en disant rien du tout. Le but, c'est vraiment de construire un échange, en fait, de repartir sur les bases, par exemple, de reprendre un papier, un crayon, d'écrire des premières valeurs, par exemple, et ensuite de construire ensemble, en fait, une idée qu'on va implémenter via un algorithme. Parce que si la personne est là, c'est qu'elle a tout de même des bases en algorithmique, en fait. Donc, elle saura montrer ce qu'elle sait faire si on laisse l'occasion. Et puis les exercices sont très pardon. Ouais, vas-y, Damien. Je disais juste que les exercices sont très progressifs, donc les premiers exercices permettent de se chauffer un petit peu et puis de prendre confiance pour justement pas être trop stressé pour les exercices qui sont un petit peu plus compliqués pour la suite. Voilà, c'est vraiment ça, c'est très important. L'idée, c'est que de mettre en place un moment où les gens se sentent bien. C'est pour ça que les premiers exercices, on les résout vraiment sans problème, sans difficulté, hein. Et puis, il y a après d'autres techniques, par exemple, on n'hésite pas à dire, si on sent qu'il y a un peu de stress, dire on prend une pause, on s'arrête 5 minutes, va t'oxygéner, reviens. L'idée, c'est vraiment de se mettre dans un moment agréable. Question de Ronan, avez-vous une grille quantitative d'évaluation ou est-ce basé sur le feeling de l'évaluateur? Alors non, du coup, il n'y a pas de grille quantitative, de cases à cocher pour dire il a su faire l'exercice sur les nombres premiers, il gagne 3 points. L'idée, ça va être effectivement d'être plutôt sur le feeling, de voir comment en fait on va réussir à construire une solution ensemble, quelles sont les bases, est-ce que les boucles sont bien maîtrisées, les conditions, etc. Et de voir aussi si l'échange se fait bien, parce que on en avait parlé lors de l'autre événement qu'on avait fait sur les entretiens. Si une personne est extrêmement forte sur la construction algorithmique, mais qu'elle prend tout le monde de haut et que c'est impossible de travailler avec elle, c'est pareil, ça va être compliqué en fait de l'avoir comme collègue. Par contre, là où justement ça peut faire peur sur le feeling, c'est de dire si ça passe pas avec une personne, du coup, ça va mal se passer alors que ça aurait pu être mieux avec une autre personne. Et c'est pour ça que justement on a 3 tests dans le cadre des playoffs. C'est que justement ça va permettre aussi un peu d'équilibrer, de faire une harmonisation derrière entre 2 personnes avec qui ça s'est super bien passé, une troisième avec qui ça s'est mal passé, essayer de comprendre pourquoi en fait. Voir justement s'il n'y a pas eu un manque, en fait, juste une incompatibilité entre ces 2 personnes-là. Ok. Alors ensuite, une question d'Olivier. Comment évaluez-vous sur quels critères les interviews par rapport aux échanges, qualité de code, proposition, échange? Bon, là, on vient aussi un peu d'en parler, mais c'est vrai que je sais que vous évaluez aussi beaucoup ce que nous, on appelle la sphéricité. Donc, on a déterminé, nous, en interne, des soft skills qui sont très importantes pour travailler chez Sphère. Donc, ça va être l'humilité, hein, parce que c'est vrai que comme on est dans des métiers du service, on est là pour aider quand on est en mode projet chez des clients. Donc, c'est aussi la capacité d'expression, de réussir à justement dérouler la manière dont on réfléchit.
et la communication. Donc ça, ce sont des éléments qui vont être aussi importants que, voilà, et que le degré de difficulté. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Ouais, moi, ce que j'aime bien dire, et c'est une question que le candidat lui-même est amené à se poser, c'est je viens de passer 1 heure avec un sphérien, c'est potentiellement un futur collègue. Est-ce que je me sens à l'aise pour bosser avec cette personne-là? Est-ce que je me sens à l'aise pour aller déjeuner avec cette personne-là, le jour où on pourra repasser faire des déjeuners ensemble, ou même éventuellement le soir, est-ce que je suis prêt à partager un moment en soirée avec lui, quoi. Donc, c'est bien sûr qu'il y a le moment technique, mais c'est plus que ça, c'est rentrer dans une communauté, et on va aussi bien valider les hard skills que les soft skills dans ce moment-là. Ok, merci. Ensuite, donc une question de Romain, mais qu'on a déjà adressée. Voilà, quand on est junior, l'algo est souvent laissé de côté. Avez-vous des tips, sites à conseiller? Donc voilà. Ensuite, une nouvelle question de Lisa. Je trouve la détection des anomalies dans un algo plus efficace que l'exécution mentale. Ouais, je crois qu'il y a vraiment deux mondes là. Là, ça valide vraiment deux compétences vraiment différentes. Et on se rend compte hein, quand on fait ce genre de test avec différentes personnes qu'en fait certains sont très à l'aise dans le fait de dérouler un algorithme rapidement, de trouver des anomalies et ainsi de suite. Et d'autres, pour le coup, verront moins bien les anomalies, mais déroulant plus facilement les exercices. Ça aussi, je pense que ça va vraiment dépendre. Ça va vraiment dépendre du type de personne. Voilà, je pense que chacun aura un peu sa vision de ce côté-là, quoi. Ok, merci. Alors, question de Karim. Si un candidat, une candidate échoue aux algos, quels conseils, pistes lui donnez-vous pour s'améliorer? Du coup, on a déjà donné quelques ressources pour s'exercer. Et après, j'aurais envie de rajouter là-dessus de ne pas se décourager. Ce n'est pas parce qu'on a eu un échec une fois, que ce soit parce qu'on était trop stressé ou parce qu'on n'avait pas forcément suffi, ça faisait longtemps qu'on n'était pas revenu aux bases de l'algorithmique, on n'avait plus forcément ces réflexes-là, de ne pas hésiter en fait à s'exercer et puis à retenter sa chance plus tard. L'algo, c'est un peu comme les gammes en musique, c'est-à-dire que on l'acquiert. Souvent, sorti d'école, on a plutôt un gros niveau parce qu'on en a fait beaucoup. Petit à petit, si on ne travaille pas, on a tendance à l'oublier. Donc, c'est vrai que, en tout cas, avant d'arriver au test, c'est bien de se remettre un petit peu dans le bain. Et puis, d'une manière générale, en tant que développeur, c'est bien de temps en temps, régulièrement, de se dire tiens, je vais me faire 2-3 d'exercices d'algo pour simplement garder mon cerveau musclé sur cet aspect-là. Alors, spectateur anonyme, à quoi ça sert un problème de graphe si je ne vais pas rencontrer ça pendant ma mission? Pourquoi compliquer l'informatique? Tout le monde n'est pas à l'aise avec tous les algos. Ouais. Là, encore une fois, finalement, ce n'est pas l'exercice en tant que tel et le contenu de l'exercice qui a la plus forte valeur ajoutée, c'est vraiment l'interaction, les échanges et les réflexions qui vont avoir lieu derrière, qui sont importantes. Et c'est ça qu'on évalue au final. Et ce n'est pas voilà, réussir à faire un algorithme de parcours de graphe en moins de 2 minutes 30. Ce n'est pas ces critères-là qui sont jugés. Ouais, donc Oui, vraiment, et puis on a suffisamment d'algorithmes pour aussi proposer de temps en temps d'autres exercices s'il y a un vrai blocage sur un point. Puis j'ai pas une boule de cristal, hein, mais voilà. Actuellement, les DB graphes, par exemple, commencent à apparaître un peu partout. Hein, on commence à en trouver vraiment, vraiment partout. C'est pas impossible que dans quelques années, on ait tous besoin de maîtriser un minimum quelques algorithmes de graphes. Donc quelque part, c'est une toolbox. Hein, l'algorithmique, ça reste une toolbox qui fait partie un peu de nous. Et c'est intéressant de voir ce genre d'exercice, même si on ne le pratique pas tous les jours. Typiquement, comme la détection des nombres premiers, hormis ceux qui sont dans la crypto ou la sécurité, il y a très peu de chances que vous ayez un jour à faire ce genre de choses. Mais voilà, ça, comme disait Didier, ça garde l'esprit alerte et ça nous permet de garder un peu notre toolbox à jour et de rester ouvert aux autres problématiques qui existent, quoi, hein, sans que ça soit forcément un problème, quoi. Alors, question de Thomas. Est-ce que les tests impactent la négociation salariale? Pas en tant que tel, c'est-à-dire que soit la personne elle a réussi le passage, soit elle n'a pas réussi en fait. On va pas aller regarder si elle a réussi à faire correctement la regex avec Guillaume.
pas ça l'idée. L'idée, c'est en gros, il y a un ranking et on va vérifier que la personne, elle passe. À partir du moment où c'est passe, c'est passe. D'accord. Monia, est-ce que ce type de recrutement est un succès? C'est-à-dire, grâce à ce process, avez-vous eu que des candidats qui correspondaient à vos attentes techniques? Compliqué, mais enfin, j'ai envie de dire, c'est vrai à 95%, dans 95% des cas. Et donc, la réponse absolue à une question comme ça, elle n'existe pas, mais c'est vrai que ça fait maintenant quasiment 10 ans qu'on fonctionne avec ces tests. Si on les a conservés, c'est qu'on considère que c'est ce qu'on a trouvé de mieux actuellement pour évaluer ces aspects-là. Sachant que ce qu'on faisait il y a 10 ans, ce n'est pas tout à fait ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Forcément, petit à petit, on s'est adapté, on a évolué, etc. C'est aussi le résultat de toute l'expérience qu'on a acquise. Merci Monia. Question de Mehdi. Y a-t-il des tests sur comment documenter son code? Pour moi, ça, du coup, ça ne va pas être l'objet du test algorithmique en tant que tel. Ça va plutôt être vu en fait dans un test langage, dans un test framework. Ok. Alors, question de Fira. C'est quoi la différence majeure entre la programmation orientée aspect et celle orientée objet et la programmation procédurale? Je ne suis pas sûr qu'on va répondre à cette question-là, parce que c'est un vrai sujet. On a 20 minutes devant nous, mais ouais. Bon, c'est intéressant, mais dans une partie algo, ça reste compliqué. Et puis, de toute façon, on a une partie langage où, typiquement, vous pouvez expérimenter à peu près tout ça, dépendant d'où vous venez, dépendant du langage que vous voudrez vérifier. Quelqu'un qui va faire du Python, il codera certainement pas comme quelqu'un qui fait du Java, très clairement. Voilà, et un langage fonctionnel lui permettra de faire du fonctionnel et il va pouvoir s'éclater là-dedans. Donc, on a une deuxième partie, clairement, pour toutes ces questions-là. Et c'est clairement pas la partie algorithmique de gérer ça. Mais oui, ce genre de choses peut. Le type de programmation sera plutôt géré au niveau du langage, clairement, qu'au niveau de l'algorithmique. Question de Mohamed. Lors du jeu de rôle de pair programming, Guillaume J a fait exprès d'omettre certains points au début et en se laissant guider par l'évaluateur. Quelle aurait été la suite de cet entretien? Finalement, la suite on l'a vu comment ça s'est passé. Mais justement, j'ai voulu jouer le jeu d'une personne, d'un candidat qui était stressé. Et au final, je connaissais, on va dire, la définition des règles des nombres premiers, mais dès qu'il fallait la transposer de manière technique, j'étais perdu. Voilà, je voulais jouer le candidat un peu perdu. Et bien là, finalement, on voit que l'évaluateur, la personne de Simon, a essayé de rassurer et recadrer en posant les questions pertinentes pour justement remettre sur la voie et pas me laisser me dépatouiller dans mon stress. Et donc là, voilà, c'est un accompagnement par l'évaluateur. On n'est pas là pour rabaisser les personnes. On est dans la bienveillance et puis on essaye d'orienter les candidats pour aboutir à une solution. Et je me permets d'ajouter aussi qu'effectivement, on rencontre souvent en fait, la situation où c'est le stress en fait, qui fait perdre les moyens au candidat. Et dès le moment où il a su en fait, reconstruire un premier algo, tout de suite, en fait, ça le débloque et il va être beaucoup plus à l'aise sur la suite parce qu'il se rendra compte en fait, qu'il sait faire des choses. De la même façon, on a des exercices en fait, où là, on s'est plutôt concentré sur les nombres premiers, donc où ça fait un petit peu mathématique. Et pour certaines personnes, en fait, ça crée un blocage. Là où, par exemple, des exercices sur des chaînes de caractères seront traités avec beaucoup moins de blocage, par exemple. Donc, ce serait dommage de s'arrêter parce qu'on a un blocage en fait sur les nombres premiers. Alors, question de Mathéo. Bonjour. Pouvons-nous être évalués sur un calcul de complexité pour un algo donné? La question, elle arrive tout le temps. Tu voulais dire quelque... Alors oui, du coup, ça va pas être une évaluation en tant que telle, mais c'est intéressant de parler complexité, voir si la notion est connue. Par exemple, quand on va dire on va faire un parcours de chaîne, est-ce qu'on va être sur une complexité linéaire, est-ce qu'on va être sur une complexité quadratique, donc au carré, quelle va être l'intéressante des deux? Ça va être avoir ce genre de notion, c'est toujours un plus, mais ce ne sera pas un critère déterminant. On pose aussi des questions sur, dans certains tests d'algo, on peut être amené à utiliser des collections. Et donc, c'est toujours intéressant quand on dit, voilà, on va essayer d'accéder à un élément d'une collection,
c'est quoi la complexité de recherche associée. Ça, c'est des choses que les développeurs doivent connaître. Question d'Olivier. Pourquoi pas de questions sur de l'architecture système design? En fait, il y a un test dédié à ça, c'est le test plateforme. Dans les 3 tests, on a un moment on a 1 heure qui est dédiée justement à l'écosystème dans lequel le développeur navigue. Et donc, il peut y avoir des questions d'architecture, de système, de modélisation. Et ça va dépendre un petit peu du candidat et puis de l'appétence de la personne avec qui il dialogue. Question d'Hugo. Avez-vous des questions purement sur les structures de données, arbre binaire, linked, list, etc. Alors, ça ne va pas être des questions en tant que telles en disant quelle structure de données vous utilisez dans tel cas, etc. Mais ça va être plutôt en fait une boîte à outils, si vous l'avez avec vous, qui vous sera très utile en fait pour résoudre un algorithme justement. De se rendre compte que par exemple, dans ce cas d'usage, une pile, ce sera beaucoup plus efficace qu'une liste simple, ou alors qu'une liste chaînée sera plus efficace, etc. C'est des outils en fait qui vont vous permettre de résoudre un algorithme efficacement. Question d'un spectateur anonyme. Quand est-ce qu'un candidat devrait avoir un KO sur son test d'algo? Ouais, c'est des questions qui sont compliquées parce qu'il y a plein de raisons de KO. Ça peut être un KO déjà sur des soft skills, on l'a dit. Enfin, et après, sur des hard skills, il y a des choses qui font vraiment partie de la palette du développeur. Et voilà, il y a vraiment plein de raisons pour lesquelles on arrive à un KO, c'est difficile d'en donner une. Karim, question de Karim. Est-ce qu'il y a des niveaux dans les algos? Des algos pour les juniors, pour confirmer, etc. On essaye d'avoir effectivement une progression. Après, il n'y a pas des algos catalogués comme un junior ou confirmé. D'autant plus qu'en fait, ça va dépendre de l'appétence de la personne. Pour certaines personnes, en fait, par exemple, l'exercice sur les nombres premiers sera difficile, alors un autre lui paraîtra très facile, et inversement pour un autre candidat. Et du coup, comment vous faites au début avec le candidat? Vous proposez plusieurs types ou comment C'est ça, en fait, généralement, on va essayer de partir sur un algo simple sur un type. Et puis, si on voit qu'il y a un blocage, on va arrêter sur cet exo-là et on va partir sur un autre, en fait, qui sera d'un autre type pour voir, par exemple, ça se passe mieux sur ce type d'exo-là. On n'aura pas forcément exactement les mêmes attendus, on va dire, en résultat d'algo entre un junior et un senior, par exemple sur la vérification des paramètres d'entrée, j'en sais rien, peu importe. Il y a différentes choses où un développeur expérimenté doit avoir des réflexes, en tout cas, qui sont présents par rapport à un développeur junior. Spectateur anonyme. On m'a donné une fois un problème de Google. C'était affreux. Je n'ai pas pu avancer, c'était dur et j'ai eu un refus. Je n'ai pas pu m'en remettre et j'ai décidé de ne plus faire de développement. Depuis 8 mois, je fais du consulting, mais le développement me manque, mais ça me fait peur. Ouais, c'est une expérience malheureuse. Je pense qu'elle ne serait pas arrivée chez Sphere. C'est-à-dire que de toute façon, comme on l'a dit, c'est plein de petits exos différents. Et donc, du coup, si on bloque quelque part, nous, l'idée, c'est d'aider les gens à se mettre à l'aise. Et si ça bloque quelque part, on va trouver un espace dans lequel la personne, elle peut s'exprimer. Question Damien. Si le candidat vautre le premier test, comme ils sont progressifs, est-ce que vous tentez les suivants ou vous adoptez une stratégie fail fast? Je pense qu'on a un peu répondu aussi déjà. C'est peut-être qu'il y a eu un blocage sur cet exercice-là et qu'il n'y en aura pas sur d'autres d'un autre type. Et dans tous les cas, le but, c'est de passer c'est pas dire c'est foutu, on passe pas à la suite. Le but, c'est vraiment d'avoir un échange en fait qui soit intéressant pour les deux pendant 1 heure. Après, il se peut que le candidat il n'est pas à l'aise, donc on va essayer de le mettre à l'aise et commencer un nouveau exercice ou quelque chose. Voilà. Alors, question de Michael. Et des tests de résolution de bugs ou de problèmes? Alors, sur la partie algo mentale, il peut y avoir, on peut être amené à avoir des petites subtilités comme ça. Alors, c'est pas forcément résolution, c'est sentir qu'il y a un souci quelque part, retrouver un bug ou revoir 2 exécutions, comprendre un peu quelles pourraient être les différences entre elles.
On n'a pas, voilà, voici un code, cherche le bug dedans, essaie de le trouver. On va essayer de travailler plutôt voilà, sur de l'algorithmique, sur le fait de dérouler, par exemple, un jeu de test, voir s'il y a quelque chose qui semble incohérent, des choses comme ça, quoi. Mais le but, ça ne va pas être de résoudre un bug, ou voilà, surtout en algorithmique, typiquement. Et qui plus est, souvent les algos qui sont présentés, il y a des bugs dedans. Donc, on dit, ah, je pense qu'il y a un bug. Et du coup, on travaille sur la résolution du bug que le candidat a introduit dans la résolution de son algo. C'est ça, effectivement. Alors, spectateur anonyme, est-ce que Sphere peut accompagner un candidat qui veut bâtir une carrière en Google Cloud, sachant qu'il n'a aucune expérience dessus? En revanche, il a bien réussi le test d'algo. Je me permets de répondre parce que c'est un peu ce que j'ai fait en fait. J'avais bien réussi le test d'algo quand je suis arrivé chez Sphere, mais je n'avais jamais fait de Google Cloud. Et aujourd'hui, je suis principalement en fait data engineer et machine learning engineer sur Google Cloud, et également Trainer en fait, puisque Sphere est partenaire de Google sur les contenus Google Cloud. Donc oui, la réponse est oui. Spectateur anonyme, algo, c'est de la pratique ou de l'intelligence? Au moins les deux, je dirais. Au moins. Après, ce qu'on se rend souvent compte, typiquement sur Luxembourg, on utilise le même procédé pour le recrutement de nos stagiaires tous les ans. Donc, je m'occupe de cette partie-là et on utilise les mêmes tests qu'on fait passer pour le recrutement standard. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'on se rend compte que les jeunes sortis d'école, par exemple, sont quand même très forts en algorithmique. Ils s'en sortent bien, ils ont la niaque très souvent parce que le challenge est intéressant pour eux. Donc, moi, je dirais que voilà, il y a certainement une partie pratique et voilà, pour une tête bien faite, forcément, la logique, ça aide. Mais on ressent aussi ces petites choses, hein, qui sont assez intéressantes, je trouve. Voilà, donc même pour un stage, vous procédez également. Bon, tu viens d'y répondre. Donc, ouais, on a allégé un tout petit peu la partie plateforme et la partie langage, hein, forcément, mais la partie algorithme, c'est 100% la même. Là, on ne change rien du tout.